Mesdames et messieurs les jurés, si je vous présente aujourd'hui ce réquisitoire dédié à l'accusation de Georges Duroy, ce n'est pas tant pour dénoncer ouvertement les vils actes perpétrés par la susdite personne avec le vain espoir d'obtenir des réparations, mais plutôt dans le but de vous révéler une image fidèle de l'homme de notre siècle, lequel est, sinon jugé fréquemment de la mauvaise manière, du moins considéré à tort comme le parangon de la réussite. Je m'explique. Pour le bien de l'avancée du développement de nos sociétés, l'ambition n'est point de prime abord une tare, mais au contraire une qualité. Toutefois, l'ambition ne conserve les bienfaits de la vertu qu'à condition de ne pas déroger au commandement de la morale, au service de laquelle le droit et la justice sont chargés de remplir honorablement leurs tâches. Ici même, aujourd'hui, il sera question de morale et de comment l'ambition, au travers de sa personnification avec Georges Duroy, devient comme le germe qui gangrène la jambe de l'humanité quand elle commence à empiéter sur la raison d'être même de la morale. Il se peut qu'une part considérable de l'audience souhaite que je dresse le portrait plus qu'abject de Georges Duroy. Cependant, je vous répondrai que je ne puis me prêter à un tel ouvrage. Je ne puis m'y prêter pour la simple et bonne raison que, outre qu'à la fin de cette séance, vous rentreriez chez vous, plein de rancœur et de méfiance à l'égard de la race humaine, m'attarder à mettre en lumière toutes les infamies dont est pavé le chemin de sa réussite personnelle nous détournerait de notre objectif, celui de réveiller les consciences, de les confronter à des faits véridiques et de leur ôter une bonne fois les idées quant aux combinaisons moralement répréhensibles qui sont dissimulées derrière l'éclat de la réussite et dont on retrouve pour chacune le reflet et la manifestation dans les agissements de Georges Duroy. Dans l'optique de sa défense, un seul argument est à mon avis concevable et il peut être formulé en ces termes. Il n'est pas le seul. Soit des femmes battues, des amis manipulés ou encore des mensonges publiés dans la presse sont d'autant de récits descriptifs et illustratifs de la réalité humaine que de petits événements inaptes à secouer nos consciences. Et d'autre part, il serait tout à fait envisageable de reconvertir nos accusations envers Georges Duroy en blâme dirigé à l'encontre de la société qui a enfanté cet odieux personnage et l'a instruit de sorte qu'on déroulera le tapis rouge à son entrée en enfer, le moment venu. J'en conviens, il n'est pas aisé de s'attaquer aux procédés rattachés aux prescriptions de l'ambition. De fait, l'intérêt incite et enjoint le plus souvent à marcher sur les autres, pour ne pas dire les piétiner, quand il s'agit de respecter à la lettre les recommandations du dit intérêt. Or, une majorité d'entre vous seront d'accord avec mes propos, quand je proclame que l'ambition se doit de faire halte, là où la morale commence de dicter ses principes. Aussi, je vous prie d'y repenser à 2 fois avant d'applaudir le succès d'un tel lorsque celui-ci est précédé de la perte d'un autre. Prenez un certain homme qui, comme il est d'usage de dire, a réussi dans la vie, puis considérez sur ses traces les victimes de son ascension. Dans le cas présent, en ce qui nous concerne, j'en dénombre 6. Et bien que ce chiffre puisse paraître infime comparativement au nombre mirobolant dont nous sommes habitués à la vue des dépouilles après une guerre ou une terrible catastrophe, il n'en demeure pas moins qu'il est on ne peut plus inacceptable de nos jours que les moyens soient donnés à un homme de sortir, non seulement indemne, mais qui puisse être victorieux d'un combat mené au nom de l'ambition contre des femmes et des hommes dont le seul défaut fut de n'avoir pas flairé la présence du mal sous les manières fallacieuses de Georges Duroy. Venez m'informer de votre admiration pour Georges Duroy et je vous confierai les points suivants. Vous ne le désireriez pas comme associé, il vous nuirait. Vous ne le voudriez pas comme ami, il vous trahirait. Vous ne souhaiteriez pas être son épouse, il vous tromperait. Et comme amant, n'en parlons même pas, il vous manipulerait et vous battrait, le cas échéant. Mais qu'il vous nuise, qu'il vous trahisse ou qu'il vous batte, tous ces actes renvoient à une seule et même constatation, son amoralité. Je ne puis le juger immoral, en effet, car l'immoralité requiert que l'on ait en tant soit peu conscience des valeurs de la morale. Ainsi, le considérerais-je amoral, son amour-propre, lié avec sa perfidie, l'ayant aveuglé pour de bon au principe suprême de la morale. Soit dit en passant, il est vrai que l'accusé détienne partiellement la capacité à détecter la malignité sous les diverses formes qu'elle puisse prendre, mais seulement quand il s'agit des autres. Autrement dit, son égocentrisme s'est développé de façon si démesurée que les ignominies qu'il reconnaît aisément autour de lui perdent toute leur pertinence, toute leur portée, quand il se trouve être la cause même. Autant dire que nous avons affaire avec un spécimen très particulier, en ce qu'il s'écarte volontiers des jugements que l'on porterait à juste titre sur lui, cependant qu'il se plaît ensuite à manœuvrer les membres de son entourage,
sans que cela vienne perturber le moins du monde sa conscience, obnubilé en permanence par l'ambition. Bref, exactement comme si c'eût été pris pour Dieu. J'en viens à mon prochain point, l'instrumentalisation, et plus précisément l'instrumentalisation qu'il pratique effrontément sur les femmes. Ne vous méprenez néanmoins pas sur mes intentions. Ce qui va suivre ne s'apparentera nullement à une liste de mises en garde destinée à la seule écoute des femmes. Bien au contraire, c'est à la fois aux hommes et aux femmes que s'adresse ce compte-rendu chargé de vérité, trop souvent négligé en ce bas monde érigé, gouverné et reproduit selon des dogmes phallocrates. Georges Duroy n'est pas misogyne, vous dira-t-on. C'est un homme comme on en rencontre par centaines dans les rues. Excepté que des prétentions de la sorte renvoient une fois encore à ce qui a été précédemment explicité, c'est-à-dire que l'on pourrait s'en prendre davantage à notre société qu'à un seul homme. Ces propos, typiquement sortis de la bouche d'hommes que je n'ai ici pas besoin de dépeindre, continuent justement à légitimer les comportements tantôt sexistes, tantôt misogynes, mais toujours condamnables, dont Georges Duroy fait preuve, de façon à ce qu'il est aujourd'hui nécessaire d'en faire le réquisitoire. J'ai mentionné tout à l'heure le rapprochement établi entre l'homme de notre siècle et la personne de Georges Duroy, si bien que l'on croirait que l'image que l'on se figure de l'accusé se calquerait à la perfection sur les attentes et les conceptions relatives à l'homme, entre guillemets, dont il faut s'inspirer pour triompher, et que par là, cela le mettrait hors d'atteinte de tout chef d'accusation, du simple fait que la grande estime en laquelle vous le tenez prévaudrait et l'emporterait sur la perversité de sa conduite. Je me répète, laisser en liberté et en toute impunité un être du ressort de Georges Duroy, c'est ouvrir la porte de chez vous, prêt à accueillir la peste. Pis encore, cela équivaudrait à hocher la tête en guise de satisfaction devant une femme maintenue délibérément dans l'ignorance. Cela reviendrait à se réjouir du coup de poing porté à l'innocence d'une femme. Cela consisterait à féliciter le mensonge d'un homme en niant, en répudiant la vérité d'une femme. Vénérer les prouesses de Georges Duroy, et c'est indirectement tout un système au sein duquel la femme est réduite à une poupée, à une spectatrice que vous soutenez. Tendez une oreille aux paroles malicieuses de cet homme, et vous n'entendrez plus de l'autre les plaintes, fondées et justifiées, émises par les femmes accablées par son emprise malsaine. Fermez les yeux sur les actes commandités par la malice intrinsèque de Georges Duroy, et ce seront vos enfants qui prendront exemple sur lui. En effet, voilez-vous la face, et ce sera votre progéniture qui perpétuera la tradition, consistant à asservir les aspirations des femmes, à leur ôter leurs droits aux femmes, et à les frapper et à les faire taire, quand leur indignation remue un peu trop fortement votre conscience d'être humain. Beaucoup de bruit pour rien, répondraient nos détracteurs, auxquels je rétorquerais qu'on ne crie jamais assez fort en face des injustices que la morale nous exhorte à dénoncer. Compte tenu de tout ce qui a pu être dit et révélé sur l'ignoble nature de Georges Duroy, il ne me reste plus qu'à conclure mon réquisitoire en ces quelques paroles. Peut-être vous êtes-vous rendu compte dès à présent qu'il ne serait pas dans votre intérêt de fréquenter un individu tel que Georges Duroy. Peut-être avez-vous compris que ce que vous prendriez chez lui pour une finesse d'esprit se retournerait contre vous, faute d'avoir décelé au préalable les combines aux yeux desquels vous n'êtes en somme qu'un pion parmi d'autres, un pion qu'il n'hésiterait aucunement à éliminer au cas où votre chute ou ce qu'elle entraînerait le rapprocherait davantage du sommet de la réussite, sorte de mont inatteignable, dont l'accusé trouve à chaque occasion le moyen de l'élever toujours plus haut dans le ciel de sa sombre détermination. Ainsi, peut-être avez-vous pris note des multiples avertissements exposés, de peur désormais de vous retrouver coincé sous le joug impitoyable de Georges Duroy. Et j'ajouterai en conclusion qu'il importe peu de combien votre opinion à son égard aura changé, car il ne suffit pas de tourner le dos au mal, ou de changer de trottoir quand vous vous trouvez sur le point de le croiser sur votre chemin. Ce qui est primordial, c'est de prendre conscience du mal, dès sa première apparition, de le dénoncer au vu et au su de notre société, et de ne plus jamais, au grand jamais, l'identifier à une prétendue incarnation de ce qu'est la réussite sur Terre, et ce, quitte à vous faire perdre le goût de l'ambition. Mesdames et messieurs, membres du jury, Alex, tu n'as pas arrêté de parler d'ambition, de morale, d'amoralité, d'immoralité, mais fondamentalement, tu es passé à côté du personnage. Georges Duroy, mesdames et messieurs, est un amoureux. Georges Duroy avait besoin d'amour au début du roman. Il est décrit comme étant un homme pauvre, peu d'argent, à Paris,
où il a envie de réussir socialement, économiquement, politiquement. Mais au tout début du roman, je suis désolé, mais il n'est pas ambitieux à l'extrême. Il ne veut pas marcher sur les autres. Son ambition extrême, c'est de trouver une femme. C'est de trouver une femme qui soit composée et de beauté, et peut-être un peu d'argent, c'est discutable, et d'intelligence. Il veut réunir dans une femme 3 composantes majeures qui nous gouvernent tous, à mon avis, l'intelligence, la beauté et le pouvoir, l'argent. Alors, au début, il rencontre une femme, Clotilde. Il la voit dans un café. Il est frappé par sa beauté. Il se laisse aller et de restaurant en restaurant, de rencontre en rencontre, il tombe amoureux. Et il garde la possession de cette femme. Il la garde dans son âme, dans son cœur, dans son corps. Et il est fou amoureux. Donc ce n'est pas un ambitieux matériel. Il a une ambition, mais une ambition pure. Il a une ambition d'amour, d'abord. Ensuite, il croise une deuxième femme dans sa vie, Madeleine Forestier. Et cette femme réunit tout ce qu'il a toujours eu envie d'avoir dans la vie. Elle est belle, blonde, elle est vive d'esprit, agile, elle a du pouvoir, elle écrit bien, et il en tombe amoureux. Alors il se dit, avec cette femme-là, avec mon envie de réussir, si on s'associe, alors on triomphera de tout. Et malheureusement, par vivacité d'esprit, il arrive à se l'attacher, il arrive à se marier avec elle. Mais malheureusement, et nous sommes aux 3/4 du roman, donc les 3 premiers au dernier tiers du roman, donc les 2 premiers tiers du roman, il n'a qu'une seule ambition, c'est une ambition amoureuse. Et à ce moment-là, alors qu'il n'a pas exaucé cette ambition, mais alors qu'il est avec cette femme, qu'il l'aime, qu'il essaye de tout faire avec, elle le repousse, elle le rejette. Il lui achète des fleurs, il les lui amène. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite l'homme avec lequel elle couche, l'homme avec lequel elle le trompe. Il veut lui faire des baisers, il veut la prendre dans ses bras, elle le repousse tout le temps. Et c'est à ce moment-là qu'il développe une ambition vulgaire, une ambition de pouvoir. Il dit, si je me rappelle, « Le monde est au fort, à bas l'amour, à bas les femmes, vive l'argent ». Peut-être pas ces mots-là, mais à peu près. Et à ce moment-là, il se transforme en rapace ou en homme malsain. Mais tout ça parce qu'il a souffert d'amour. Alors comment on peut expliquer l'ambition? Mais ça vaut pour tout le monde. J'ai trouvé dans la sociologie 2 théories qui peuvent peut-être l'expliquer. La première, c'est la théorie de l'anomie. Elle provient d'un sociologue, Robert Merton, qui voulait expliquer la criminalité, disait que la société en elle-même, et là vous aviez raison, la société donne aux hommes une partie d'elle-même. Donc la société impose, met dans la tête de chacun, inocule des buts de richesse, des buts de gloire, des buts d'argent, des buts de pouvoir, des buts de célébrité. Et Georges Duroy ne déroge pas à cette règle. Il se fait prendre par ces buts sociétals. Alors, étant entendu que ce sont les buts qui sont partagés par tout le monde, nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour les atteindre. J'aurais aimé que Georges Duroy ait l'intelligence, et la naissance, et la richesse, et les relations, mais il n'a rien de tout ça. Il est fils de paysan. Il est pauvre, il ne connaît personne. Et sa seule force dans la vie, c'est son apparence. Il est décrit comme étant un homme absolument délicieux. La plupart des femmes ici n'auraient pas une seule seconde d'hésitation à tromper leur mari avec Georges Duroy. Mais vous aussi, madame, vous faites non de la tête. Oui, bien sûr. Alors, il est extrêmement beau et il va jouer un peu de ça. Et il va réussir à s'attacher le cœur de certaines femmes qui vont l'aider à réussir dans la vie. D'accord, mais ce n'est pas devenu un criminel. Il n'a rien fait de mal, si ce n'est de faire profiter aux femmes un peu de lui-même. Alors, ça c'était pour l'anomie. Maintenant, il y a une deuxième théorie qui peut expliquer l'ambition. Son ambition, en tout cas, c'est la théorie de la stigmatisation. La stigmatisation, c'est de porter un regard sur quelqu'un, de le voir d'une certaine manière, de sorte à ce que la personne regardée fasse correspondre son comportement, ses attitudes, ses paroles
à la vision qu'on a eue d'elle. Voilà, il existe deux formes de stigmatisation. On peut imaginer la stigmatisation négative. C'est, si on prend l'exemple peut-être d'un écolier, c'est le fait de lui dire tout le temps, de lui répéter « tu es mauvais, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas intelligent ». Alors on prend le risque que cet écolier devienne mauvais, inintelligent et ait des mauvaises notes. Un autre exemple de stigmatisation frappante, c'est dans les Confessions de Rousseau. Il explique au tout début du livre, étant jeune, qu'il est accusé par un homme avec lequel il habite de voler, alors qu'il est innocent. Et cet homme l'accuse, le bat, le frappe. Et finalement, Rousseau, il dit, mais me battre comme un voleur, c'était m'autoriser à l'être. Exemple frappant de stigmatisation. Les criminels sont stigmatisés aussi. Il suffit qu'une seule personne passe une fois par le parcours judiciaire ou qu'elle soit inculpée pour que l'ensemble de la société voit cette personne-là comme un criminel. Et c'est prendre le risque qu'il leur reste et qu'il n'arrive pas à se rétablir. Bon, ça c'est pour la stigmatisation négative. Mais essayons d'être un peu plus positifs et parlons de la stigmatisation positive. Il y a 2 ou 3 semaines, je lisais le livre d'un écrivain, Éric Emmanuel Schmitt, dans lequel il racontait ses débuts d'écrivain. Et il disait, expliquant son talent, qu'une actrice ou une écrivaine avait vu en lui un immense talent. Elle lui avait dit, mais si vous continuez à écrire avec la même régularité, si vous poussez cette exigence, si vous êtes dur avec vous-même, alors vous deviendrez un des plus grands écrivains français. 10 ans, 20 ans plus tard, il est un des plus grands écrivains français. Tout ça, il l'explique en disant ceci. Le fait qu'elle m'ait vu si haut, qu'elle m'ait placé si haut, ça m'a donné la force de me hisser à cette hauteur-là. Et Georges Duroy, pour en revenir à lui, a été victime heureuse de stigmatisation. Ses parents, quand il était jeune, ses parents paysans, manque de considération sociale, ses parents ont placé en lui toutes leurs espérances. Ils ont essayé de l'inscrire à l'école, mais il a manqué 2 fois. Mais ils le voyaient comme quelqu'un qui devait réussir dans la vie. Ensuite, il est parti à l'armée. Il a essayé de réussir à l'armée, il échoue. Mais à l'armée aussi. Au début du livre, je crois que ses camarades disaient de lui « c'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard ». Il saura se tirer d'affaire. Il saura zigzaguer dans la vie. Il saura trouver sa voie. Et quelques lignes plus tard, il répond « alors si on me voyait comme ça, il faut que je sois un malin, un roublard, un débrouillard. » Et c'est ce qu'il devient. Fondamentalement, il devient cela. Parce qu'il y était déterminé. Le regard qu'on a porté sur lui, ça a ouvert cette sphère de possibilités-là, la sphère de la réussite. Alors, il utilise des moyens qui sont certes un peu douteux, mais la seule sphère de possibilités qu'il avait, qui a été ouverte par le regard qu'on a porté sur lui, c'est la sphère de la réussite sociale, politique, économique. Le seul reproche qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est de ne pas avoir eu de vocation. Il n'a pas ressenti l'appel d'autre chose. Mais avec cette profondeur, avec cette norme, avec cette exigence qui s'imposait à lui-même, il aurait pu devenir n'importe quoi d'autre, si tant est qu'il ait eu une vocation. Maupassant, l'écrivain, le créateur de Georges Duroy, avait la même ambition, la même ruse, le même désir. Mais à la différence de Georges Duroy, il a eu la chance et d'avoir l'esprit et d'avoir la vocation. Donc il a réussi à se réaliser, à placer son énergie dans l'écriture. Mais Georges Duroy, il était ouvert à tous les vents, peu importe qui se présentait. Il allait emprunter cette voie, donc il emprunte la voie du journalisme, parce que c'est la seule voie qui était exposée devant lui. Pour moi, personnellement, c'est peut-être pas un exemple, mais c'est un homme qui a réussi à se réaliser. Et il y a tant de personnes qui n'arrivent pas à se réaliser. Georges Duroy est un homme qui vit sa légende personnelle. Et à ce titre, il a plus à être admiré, à être copié, à être aimé, qu'à être détesté. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, avant de commencer ma réplique, je tiens simplement à dire que, contrairement à ce qui a pu être dit avant moi,
ce n'est pas le sociologue de Chicago Robert King Merton qui a pour la première fois employé le terme d'anomie, mais bien Émile Durkheim, sociologue français. Donc ainsi, je vous invite à revoir vos connaissances en sociologie, à moins que vous n'en ayez pas. Que pourrais-je dire? Monsieur veut nous faire croire qu'il s'est senti trahi, il s'est senti mal quand sa première épouse l'a trahi avec un autre homme. Et pourtant, c'est tout à fait, à mon avis, comment dire, erroné de penser ainsi, car il avait déjà en tête, de séduire la fille de monsieur et madame Walter. Ce qui signifie que quand il a pu se débarrasser de sa première femme, cela ne l'a dérangé aucunement. Il ne faut pas penser qu'il a été blessé en son propre cœur. Aussi, je tiens à préciser que ses parents, oui, voulaient le voir réussir, il était pauvre, mais ne voulaient pas qu'avant de réussir, il commette des ignominies autour de lui. Un vrai père, une vraie mère, ne souhaiterait pas que son fils commette des infamies dans son entourage avant de le voir réussir. Ceci n'était pas le but premier de ses parents. On peut vite, disons, le deviner, étant donné qu'ils ne sont absolument pas au courant du succès de leur fils, ou du moins de ce qui a précédé son succès. Troisièmement, je tiens à dire que vouloir comparer Georges Duroy à Guy de Maupassant est à mon avis une insulte à l'auteur de ce chef-d'œuvre, car Guy de Maupassant se moque ouvertement de Bel-Ami. Il le critique, il a honte que la société ait pu enfanter un si odieux personnage. C'est ainsi qu'il s'est amusé tout au long de son livre de critiquer ouvertement, de vilipender M. Georges Duroy. Ainsi, monsieur, je vous invite également à revoir vos connaissances en littérature, en plus que celles de sociologie. Vous avez dit qu'il n'a pas commis un seul crime, qu'il est en soi innocent, mais je tiens à rétorquer de mon côté que les seuls crimes ne se résument pas à la fraude fiscale ou bien au meurtre. Donner un mauvais exemple aux futures générations, de leur faire croire que pour réussir, il faut marcher sur les autres, voilà ce que j'appelle un crime. Innocenter Georges Duroy, ce serait comme condamner notre société à s'avilir, jusqu'à se scinder en deux parties, avec d'un côté les honnêtes perdants et de l'autre les déshonnêtes victorieux, dont Georges Duroy fait évidemment partie. Alors, s'agissant de la littérature, Maupassant signait ses lettres à ses admiratrices en marquant en bas « Bel-Ami, c'est moi ». Donc, il lui ressemblait. Alors là, c'est plutôt vous qui devez revoir vos connaissances littéraires. Ensuite, j'ai pas très bien compris la défense que vous avez essayé de faire suite à votre accusation, suite à ma défense, parce que vous dites qu'il marche sur les autres. Mais il n'a marché sur personne. Fondamentalement, son seul talent, c'est de plaire aux femmes. Et je le soupçonne même de plaire à certains hommes. Mais sa seule arme, c'est ça. Et il marche sur personne. Il s'attache le cœur d'abord de Clotilde Marelle, ensuite de Madeleine Forestier. Ensuite, quand il est déçu de Madeleine Forestier, il s'attache le cœur, le corps, l'âme de la fille de son patron. Mais c'est un homme qui est admiré. La fille de son patron, elle est jeune, elle a 20 ans, 22 ans, elle a la force de l'âge. Elle est belle comme une fleur, elle est décrite belle comme une fleur. Et elle est riche, belle, intelligente, vive d'esprit. Elle peut lui assurer une belle place dans la société française. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait son procès s'il la drague, s'il la charme, et si, par elle, il arrive à réussir dans la vie? Je ne vois pas sur qui il marche. Il contente les femmes et il se fait de l'argent. Il est absolument épatant.